Bonjour à tous, merci à Gérald pour l'occasion de présenter devant vous. Et du coup, en fait, le sujet du jour, c'est comment créer une landing page qui est convertie avec un framework en 7 étapes. Alors, présentation, je m'appelle Julien Maillot, j'ai 28 ans, je suis graphiste dans le monde de design depuis 10 ans. J'ai commencé au lycée, j'ai fait un bac pro communication visuelle. Pendant ces années, pendant 3 ans, j'ai monté un collectif avec des amis de freelance. On n'était pas déclarés, c'était l'époque. Ensuite, je suis venu ici pour faire mes études en métropole, je viens de l'île de la Réunion, où j'ai fait histoire de l'art pendant 1 an. Puis, j'ai eu mon premier CDI dans une boîte qui fait de la réalité virtuelle à Bordeaux. Du coup, j'ai accompagné pas mal de clients. On a travaillé pour des grosses marques, surtout pour du médical, tout ce qui est les trucs Servier, tout ça. Et depuis, ça fait 7 ans que je suis en freelance. Et depuis juillet 2023, j'ai monté l'agence Nova, qui veut dire Supernova. Et du coup, le but, la promesse, c'est en 5 jours, on crée votre app ou votre SaaS rapidement pour vous permettre de présenter un prototype rapidement ou d'avoir votre design pour les développeurs. Et voilà. Et après la conférence, une future star. Pas du tout. Mais d'abord, c'est quoi lui, l'UX? C'est mon métier. Lui, en fait, c'est l'apparence visuelle, tout ce qui est l'interface. Et l'UX, c'est l'expérience utilisateur, ce que l'utilisateur, lui, va percevoir avec ce qu'on a fait. Je prends souvent l'exemple du ketchup. Vous savez, la bouteille. Ce qui est chiant, c'est qu'à la fin, il reste toujours du ketchup. Et c'est toujours chiant, en fait, à appuyer dessus. Du coup, ce qu'ils ont fait, après avoir analysé l'UI et l'UX, et du coup, ils ont créé une nouvelle bouteille. Ils ont mis à l'envers. Et du coup, les utilisateurs étaient contents. Il y a un autre problème, c'est quand ça sort tout d'un seul coup. Et ouais. Et justement, avec du coup l'évolution de la technologie, ce qui a permis du coup de revenir dans ce sens-là, mais avec les bouteilles qui sont dermo non collants là. Du coup, toujours avoir le feedback de l'utilisateur pour améliorer lui. Maintenant, posons les bases. Une landing page et une home page, souvent on pense que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Je pense que vous connaissez bien le truc. Mais en gros, une landing page, pour moi, c'est un but, convertir avec un objectif unique, une page unique, qui réceptionne un trafic dans le but de faire des conversions. Tandis qu'une home page, pour moi, c'est pour présenter son entreprise. Ça peut aller vers plusieurs pages. C'est plus orienté SEO, même si on peut faire ça aussi sur la landing page. Et le but, c'est de réengager le client qui revient sur votre page. Et du coup, pas de trafic, pas de conversion. Je prends ça souvent comme la voiture, en fait, surtout. Le trafic, c'est l'essence. Si vous n'avez pas d'essence, ça n'avance pas. Je peux faire le plus beau design du monde. Mon site est joli, mais à part moi, personne ne connaît que mon site existe. Du coup, ça ne sert à rien. Du coup, le but, c'est même avant de créer une landing page, c'est d'avoir un trafic pour faire la conversion. Du coup, voilà. Pareil, le marketing est plus important que le design. Quand je dis ça souvent, en fait, c'est que, pour reprendre l'exemple, je peux faire la Tesla est stylée, mais si vous avez des piles dedans, du coup, vous n'allez pas avancer vite. Et du coup, pour moi, le moteur, c'est votre marketing, c'est votre copywriting. Et du coup, si vous avez les trois, le bon trafic avec le bon marketing et un beau design, vous faites des ventes. Mais du coup, si le marketing est bon, le design sera votre boost. Pour prendre l'exemple tout simple, Carglass, si vous connaissez bien. Du coup, en fait, quand notre vitre, il a un pet, on va aller penser directement à Carglass, à téléphoner Carglass, au lieu d'aller voir son garagiste qui est juste à côté. La différence, c'est le marketing, c'est aussi son expérience client, son branding. Et du coup, ce qui est important pour moi, c'est de dire que vous pouvez faire une page moche, entre guillemets, faire des ventes. Mais si vous améliorez votre design, votre branding, vous pouvez aussi améliorer justement vos ventes plus rapidement, plus vite, et tous plus. Et du coup aussi, dans la suite logique, d'abord on a le trafic, ensuite on définit un objectif parce qu'on ne fait pas une landing page juste pour faire du joli. Du coup, la question à se poser, c'est quelle est l'approche la plus impactante pour transformer son visiteur en un client? Est-ce que votre objectif, par rapport à votre boîte aussi, est-ce que votre boîte, c'est ramener des ventes directement? Ou le client, quand il va sur la page, son but, c'est de se mettre dans un onboarding? Ou bien de faire la vente directe avec le téléphone? Ou un process de paiement? Maintenant, le design. C'est la compréhension de l'information passe par le visuel.
Une fois que vous avez défini votre trafic, l'objectif de votre page, maintenant on va poser le visuel. La hiérarchie plus le contraste est égal transmission. Pour moi, c'est les deux choses les plus importantes qu'il faut retenir. En fait, c'est surtout, ne faites pas du joli pour faire du joli, mais surtout structurer votre page. En gros, hiérarchie, c'est la disposition de l'information. Un truc simple, c'est que tu vas lire ça en premier, ensuite ça, puis la petite phrase en haut. Du coup, sur les sites, ce qu'on voit souvent, c'est que tout est à la même hauteur. Tout est pas en gras, tout est un bloc de texte. Le but, c'est de structurer sa page pour être plus lisible. Et pareil pour les couleurs, la typographie. On peut mettre du bold, par exemple, pour les titres, et des typos classiques pour la suite. Les couleurs, ce qu'on dit, les différences entre l'opposition, les différences opposition, pour le contraste. Ce qui est important, c'est que vous ayez du contraste sur votre page. Exemple, la méthode 6-3-1 que j'utilise, c'est 60%, c'est la couleur globale de votre site, 30% c'est les textes, et 10% ça donne la couleur de votre CTA. En gros. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Je stresse. Ouais, ça arrive. Oui, je rajouterais une chose aussi, c'est que par rapport à la hiérarchie du texte, là, par exemple, si tu parles, ça va être directement lié finalement à votre positionnement et au marketing de votre boîte. Parce que ce que tu vas dire en premier, comme tu disais, ça va être par exemple ta promesse principale du style, tu vois, comment vivre l'immobilier, je sais pas quoi. Et après, tous les autres points vont finalement sous-tendre cette promesse. Et comme tu disais, c'est-à-dire que l'ordre visuel que vous allez voir, en fait, ça va venir, ce que tu vois juste en dessous, par exemple, ça va être une sous-promesse, etc., etc. Et ça a vraiment un rôle qui est super important, même dans la pub aussi. C'est pas que les pages, je viens à rajouter ça pour... Exactement. En fait, vraiment, il faut se dire que le titre, tout le monde va le lire peut-être, mais 20% vont lire vraiment tout votre bloc de texte en fait, qui est dessous. Du coup, avoir un titre impactant, c'est très important. Petit tips, toujours aligner le texte à gauche. Je vois souvent des sites avec des textes centrés, des gros blocs de texte. Et en vrai, le but, c'est de toujours aligner le texte à gauche. On est en France, on lit de gauche à droite, du coup, le mieux, c'est ça. Le CTA, visible 80% du temps. Quand je dis 80% du temps, c'est que quand on scrolle, le mec, il a une seconde, entre guillemets, une microseconde, pour décider s'il veut convertir ou pas par rapport à votre offre. Du coup. Comment tu sais ça? Parce qu'en vrai, si tu vois, en gros... 80%, c'est des études, quelque chose? C'est mon étude. Ouais, t'as analysé des pages. Ouais, en vrai, s'il n'y a pas de CTA, et alors que tu as envie d'acheter, tu vois, par exemple, moi, hier, j'étais sur une page, j'ai lu le truc, j'ai cliqué parce que le CTA était rapidement là. Ouais. Alors que j'ai lu juste la première phrase, tu vois, j'ai même pas lu la suite. Pour moi, s'il n'y a pas le CTA dans votre zone où c'est visible, comment dire, ça convertira pas peut-être moins, mais c'est mieux, quoi. C'est ça. Et mieux vaut trop d'espace que pas assez. Souvent, on me demande sur les sites de réduire les espaces. Pour moi, il faut laisser des espaces, parce qu'il faut laisser respirer un site entre chaque section. Par contre, par exemple, si vous parlez une section sur les bénéfices, par exemple, c'est bien de les rassembler ensemble, ça fait partie d'un tout, mais laissez respirer aussi votre site avec chaque section. Et toujours, si possible, 50% visuel, 50% du texte. On est des humains. On doit lire, on doit voir, on doit prendre le temps aussi. Et on doit transmettre surtout un message. Du coup, le visuel et le texte doivent être en rapport aussi. Ne pas utiliser des short stories. Des trucs genre. Ouais, je vais rajouter un truc sur le CTA, et ça, Benoît, tu peux aussi confirmer, c'est que il y a certaines fois, en fait, où on veut que la personne lise le texte, et c'est pas un souci, justement, que le bouton soit... Enfin, le bouton peut être tout au bout de la page, en fait. Ça dépend, et il y a des fois, en fait, où, par exemple, une inscription webinaire, mettons, là où on veut, en effet, que ce soit la partie haute de la page. Donc ça, vraiment, ça dépend aussi de dans quel état d'esprit on veut mettre la personne. Votre objectif et la cible aussi, surtout, du trafic. Et ne pas réinventer la roue. En vrai, il faut copier les meilleurs et toujours continuer. Oui. Est-ce que du coup, tu as des exemples des meilleurs au niveau visuel? Parce que peut-être que ceux que moi je trouvais, ils sont peut-être bons en... J'aurais l'impression, mais en fait pas. À la fin, je donne des ressources. 3 sites surtout. C'est Product Hunt, je ne sais pas si tu connais. En gros, c'est un site où chaque semaine, ou chaque jour, je crois, il y a un nouveau site qui sort. Et souvent, c'est des SaaS ou des ventes de produits. Surtout des SaaS, en fait. Et en fait, sur ça, tu vas voir qu'il y a beaucoup de landing pages. Et ceux qui sont au top, c'est les meilleurs, ceux qui convertissent. En gros, pour prendre l'exemple, c'est que leur produit marche, leur marketing est bon et que ça se vend. Du coup, copier les meilleurs là, ou aller sur One Page Love, c'est un deuxième site. Ça sera à la fin. Yes. Petite question par rapport à tes tips là, l'alignement du texte à gauche et le visuel à droite, ça c'est plutôt pour les landing pages ou c'est propre à landing page, home page? Là, c'est vraiment design, tout ce qui est design. Donc page produit, c'est pareil. Pour moi, c'est la même chose.
En fait, surtout, il faut dire, enfin, quand je dis aligner le texte à gauche, c'est... Non, mais j'ai compris, ça veut dire mettre à gauche le texte et mettre éventuellement le visuel. Pas obligatoirement, c'est-à-dire que tu peux avoir un visuel ici. E-commerce surtout, c'est le visuel d'abord et ensuite le texte. Ah, ok. Mais je veux dire surtout la lecture du texte, Ok. ne pas mettre en centré, par exemple, tout ton texte. Surtout ça. Et du coup, mon framework en cette étape, c'est pas parfait, c'est pas le meilleur non plus, mais pour moi, c'est ce qu'il faut minimum sur un site pour que ça marche et pour que ça convertisse, entre guillemets. Pour moi, du coup, il y a le 1, c'est l'aérosection, la section la plus importante, ce qu'on voit en premier. Du coup, en gros, si ça ne marche pas, le reste ne sert à rien, du coup, sur votre site. Et le dernier FAQ, je parle tout de suite, en gros, plus on descend, plus les personnes vont partir. Du coup, le but, c'est d'arriver sur les 3 premières sections à le vendre plus rapidement. Cette section et cette section ne doit pas bouger. Par contre, tout ce qui est au milieu, ça bouge en fonction de votre cible. C'est-à-dire que si votre cible préfère avoir directement la présentation de votre entreprise, on peut le mettre en deuxième aussi directement. Tout dépend de comment vous voulez convertir. Oui. Et du coup, le CTA en 6, est-ce qu'on met un truc avant ou pas pour un nœud CTA? Entre bénéfices et preuves sociales, par exemple. Pour moi, en fait, c'est toutes ces sections. Il y a un CTA dans chaque section, obligatoirement. Le CTA ici, pour moi, c'est la dernière zone, entre guillemets, où il doit se décider. C'est-à-dire que c'est vraiment un gros carré dédié à un CTA. Je vous montre ça aussi en détail, de toute façon. Et du coup, les 3 premières, pour moi, c'est le plus important. C'est pour ça que je mets dans cet ordre. Ça passe par l'émotion, pour la personne qui visite le site. C'est sur ces 3 premières, pour moi, qui vont acheter. Et le reste, c'est la raison. Donc, il va penser dans le mental. Pourquoi? Comment ça marche? Pour être rassuré. La présentation, pour être sûr que c'est des humains d'hier. Le CTA pour, justement, rappeler tout ce qu'il a vu en haut et lui donner l'action. Et la FAQ pour se rassurer encore. Du coup, hérosection, la première impression est toujours la bonne. C'est comme les couvertures d'un livre quand on va dans la FNAC. Du coup, en fait, on va se décider directement par la première couverture. On ne va pas regarder la suite au début. On va lire peut-être la dernière de couverture, mais si la première ne nous tente pas, on ne va pas aller plus loin. Du coup, la composition de cette section, c'est la section la plus importante. En moins de 3 secondes, le visiteur doit comprendre ce que vous vendez, votre offre. Et du coup, pour ça, on met un titre accrocheur qui rappelle la proposition de valeur, une description qui est toujours en rapport avec la proposition de valeur, mais qu'on rentre un petit peu plus en détail pour inciter à descendre, un CTA qui rappelle l'objectif de votre page, par exemple réserver un call, acheter maintenant, ou des trucs du genre, la social proof, des avis, des références, des stats, et à côté, un visuel attrayant. Et 2 structures types, du coup, maintenant que je propose. En fait, souvent, ce que je vois sur les héros-sections, c'est que le visuel est de ce côté et le texte de l'autre côté. Ça marche quand les pays du Moyen-Orient, quand on lit de l'autre côté. Mais dans notre logique à nous, en vrai, 90% des sites, je pense, c'est basé sur ça. Il ne faut pas changer parce que c'est comme ça que l'utilisateur voit. Et c'est la meilleure structure. Peut-être pas la vraie, mais pour moi, c'est la meilleure structure. Du coup, on met le logo en haut, votre titre, une description, le CTA en gros, avec votre couleur principale. De la réassurance ici, ou la réassurance un petit peu plus bas, votre visuel. Et après, il y a la deuxième façon, c'est vertical centré. Mais là, c'est plus si vous êtes un SaaS, et vous allez tout aligner avec dessous votre visuel de votre SaaS. Quelques exemples, toujours pareil. Le titre, une description. Il faut savoir que mes maquettes, ils ont que du lorem ipsum, il ne faut pas chercher plus loin. Mais en gros, c'est pour savoir la structure. La réassurance qui est ici, et un petit peu aussi dans les visuels. Une deuxième. Celui-là, c'est pour Johan, je crois, c'est son site. Du coup, pareil, un titre, la hiérarchie, comment on lit, prendre rendez-vous. Ça coûte combien, ça? Cher. La réassurance qui est en bas. Ici, un visuel qui est toujours en rapport avec ce qu'il vend. Et la réassurance aussi en bas avec des logos. Il y a une politique. Oh, tout dépend de ton trou. Pareil pour Ibli. La même chose. Du coup, la même chose, mais ici pour un SaaS, comme le produit n'avait pas été encore créé, et le but c'était d'avoir des démos, du coup d'avoir des inscriptions, du coup on n'a pas de visuel produit, du coup le but c'est d'imaginer que le produit est là, sans qu'il est là. Du coup le mec tient un téléphone à l'envers, on met des petits textes pour comprendre qu'est-ce qu'ils vend aussi, avec de la réassurance, et pareil ici, un petit truc en plus, et on peut vous aider, mais pour moi c'est pas obligatoire sur NLP.
Et là, c'était Tudigo. Pareil, avec un titre, une description, un gros bouton, la réassurance et un visuel avec des stats qui est toujours en corrélation avec le proposition de valeur. Bénéfice. Quel problème vous résolvez? Pour moi, cette section, c'est justement ce que je dis juste à la suite, la même chose. C'est de... Le but, en fait, ici, c'est de toucher la corde sensible de votre cible. Le but ici, c'est pas de montrer des features, mais c'est de montrer qu'est-ce que ça va apporter de rejoindre, par exemple, votre formation ou votre produit. Du coup, on ne cherche pas le comment, on cherche à faire perdre aux émotions du visiteur. Des exemples de structure type, à savoir tout le... Oui. Tu vas nous envoyer l'adresse? Non. si, après, oui. Si. De structure type, à savoir tout le reste du site est basé sur ça. Donc, la plupart du temps, c'est soit en quinconce avec 2 colonnes, le texte d'un côté, le visuel de l'autre, ou en 3 colonnes avec visuel, texte dessous, etc. Je ne vais pas rajouter, mais etc. Du coup, quelques exemples. Toujours pareil. Ici, c'était Drakkar, mais à l'époque. Et du coup, là, c'est pareil, un titre, le texte, une description, enfin, un CTA, avec le visuel qui est en rapport avec le texte, pareil dessous, et toujours alterné en quinconce. La même chose avec un SaaS, du coup. Ici, le visuel du produit à droite ou à gauche, est toujours en quinconce, en alternant. Et pareil, ici, c'était pour Alexandre. Et du coup, là, tu vois, on voit que c'est la même chose, alternée, mais avec un bloc autour. En vrai, le design, c'est... En fonction de votre branding, vous appliquez ce que... Par exemple, là, c'est... Voilà, c'est sa charte. Appliquée. Ensuite, l'épreuve sociale. Comment créer la confiance et renforcer la crédibilité de mon offre. Cette section, en fait, c'est... Comme c'est écrit, comment je peux renforcer la crédibilité avec des témoignages et des succès des clients. Comment créer la plus forte impression possible en misant sur la qualité, enfin la quantité surtout. Et le but, c'est d'appuyer vos arguments et démontrer l'efficacité de votre offre. Ici, pareil, avec le visuel, si vous avez des personnes connues, on peut mettre en gros, avec des chiffres clés et leur témoignage. Toujours le CTA affiché. Jules, oui. Très souvent, la preuve sociale, on essaie de trop faire vrai alors qu'on a collecté la preuve sociale un peu à l'arrache. Comment on fait pour pas que ça passe pour un fake? Parce que souvent ça peut aussi être un contre-argument en fait. Ça peut être une option de réalisme du mal, un truc de doute. Notamment William, il a eu le cas dans ses messages. Parce que c'était fake. Oui, c'était fake, c'est ça. Moi, c'est vrai, c'est comme ça va, il fait ça, maintenant je fais ça. Du coup, comment on fait pour pas que ça paraisse fake? Est-ce qu'il y a quand même des codes Mettre des vrais visuels. Comment? Mettre des vrais visuels. C'est-à-dire ne pas mettre des visuels justement de Shutterstock ou autre. Je mets sous les sites, mais c'est temporaire normalement. Et du coup, le but, c'est de mettre vraiment leur visage, si vous avez des vrais visages. Même si la photo est mal tirée, c'est de mettre un vrai visage derrière. Ou justement, avec des vidéos aussi. Si vous avez des vidéos clients, c'est bien aussi, avec justement une mini-description qui rassure. Et toujours un CTA. Pareil, si vous avez des vidéos en vertical, ça passe aussi. Oui. Justement, là, sur tes maquettes, ça rend toujours super bien, les témoignages. Et moi, quand je les intègre, en fait, ça défonce la maquette parce que les photos sont horribles. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un truc qui ne fasse pas fake, mais qui ne soit pas moche? Canva. Si vous n'êtes pas graphiste, la meilleure solution, c'est Canva. De reprendre le même dimensionnement de l'image et juste de remplacer l'image. Parce que souvent, en fait, c'est ça qu'il n'y a pas d'image d'aperçu ou l'image est pixelisée. Du coup, le but, c'est d'avoir la meilleure photo quand même du client. J'ai juste réalisé aussi parce que les témoignages, c'est aussi dans les campagnes pub, du coup, c'est simplement un process, un brief, en fait, dont tu demandes, par exemple, quand tu s'enregistres, tu vas demander un certain type de luminosité, un certain cadrage, etc., pour que ce soit uniforme, en fait, entre toutes les vidéos. Mais dans les faits, les témoignages qui sont en stock, c'est jamais comme ça. Ben justement, tu fais en sorte que ce soit comme ça. Oui. Mais dans les faits, nous, on récupère des banques de témoignages en général. Ouais. Mais, en tout cas, c'est comme ça que tu fais si tu veux. Oui, uniformer. Parce qu'en effet, tu peux faire du travail post-prod, mais c'est galère. Du coup, on laisse tomber les témoignages screenés à l'iPhone avec le truc en rouge comme ça, avec le doigt, on le fait pas ça. Non. Ça peut, je pense. Ça peut marcher aussi, ouais, ça peut. Hein.
Tout dépend. Est-ce que tu vends plus cher des trucs qui paraissent faits à la main que des trucs trop bien faits, tu vois? Genre, par exemple, nous, on vendait un outil qui t'aide à estimer tes travaux, tu vois. Et c'est juste un tableur Excel. Et aujourd'hui, on nous a dit, prof, tu fais pas une appli. Bah, le tableur Excel, on le vend 500 balles. L'appli, tu crois que je vais la vendre combien? Je vais vendre 10 €, 5 €. Donc, ce que je veux dire, c'est juste que des fois, il y a des trucs qui sont faits à la mano et que tu peux vendre plus cher, parce que ça fait homemade plutôt qu'un truc que tu utilises. Ça dépend du business que tu fais. Ça fait plus vrai, je trouve, même si c'est dégueu, tu te dis, ok, là, ils n'ont pas indiqué le truc. Genre, par exemple, nous, on laisse parfois les fautes d'orthographe, on fait exprès de les laisser, histoire de dire, bah ouais, c'est plus vrai, quoi. Dans le cru, quoi. Après, tout dépend de ta cible, justement. Oui. Parce que je pense que. Voilà. Ça dépend de ta cible. Si c'est du make money, je pense que l'instant, ça passe, tu vois. Et du coup, pareil, avec des vrais visuels, justement. Si vous avez du Trustpilot, aussi mettre avec un lien qui renvoie vers la page de Trustpilot. Mais le mieux, c'est qu'il reste sur cette page, du coup, ne pas mettre en plus. Comment ça marche? Pour moi, c'est la section où là, vous allez justement rassurer le client. Au début, vous avez vendu du rêve et maintenant, vous allez dire qu'est-ce qu'il va obtenir après clic. Du coup, c'est l'après-clic. En gros, faire le pont entre maintenant et l'après-clic, justement. Rassurer sur le process, expliquer le fonctionnement ou les étapes clés, fournir des exemples concrets ou des scénarios illustrés pour illustrer chaque étape. Là, pareil, avec Tudigo, le but, c'était de montrer que tu peux créer ta communauté rapidement en 4 étapes, du coup, avec des visuels qui illustrent justement qu'est-ce qui va se passer et la description dessous. Là, c'était l'ancienne page de Entreprendre, où là, on avait la même chose, mais avec une timeline, pour dire que c'est dans le temps. Tu rentres aujourd'hui, tu repars à telle date, avec tel process. J'ai une question par rapport à toute cette réflexion-là. Aujourd'hui, quel est le niveau d'implication que, en gros, un client doit avoir pour ça? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que toutes ces idées-là, ça vient de toi, du coup, et c'est toi qui dis, bah voilà comment on va faire pour le présenter, ou est-ce que le client doit avoir une grosse implication dans la réalisation de son site? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, moi j'ai la flemme de faire des défis, tout ça. En vrai, pour moi, là, ce que je vous ai appris avant sur le design, c'est le minimum à faire, tu vois, avoir une structure de hiérarchie, de contraste. Mais ensuite, là, c'est vraiment faire plus et poser plus son branding, tu vois. Si tu as déjà ton bouton de la même couleur sur toute la page, tu vois, c'est top, tu vois. Mais en vrai, pousser à ce niveau-là, je pense qu'il faut soit déléguer, soit vraiment avoir une charte graphique aussi. C'est-à-dire que tu as un logo, tu as vraiment tout l'environnement autour. En fait, je veux déléguer, mais la question c'est, si je délègue, quel est le niveau d'implication que moi je vais avoir dedans? Est-ce que je dois lui dire, bah non, là je pense que la timeline serait mieux de faire ça, ou est-ce que c'est au web designer, entre guillemets, de me faire une propale qui soit suffisamment complète? Pour moi, déjà, comme je disais aussi au début, c'est que tu vends déjà. C'est-à-dire que tu as déjà une structure de site qui marche déjà. Et le but, lui, il va venir améliorer cette structure. Ou, dans l'effet inverse, ça veut dire que ça ne marche pas ta LP. Et tu veux justement restructurer pour faire des A/B tests et voir qu'est-ce qui marche le mieux. Souvent, tu peux avoir un design moche qui marche, justement, qui fait beaucoup de ventes, et avoir, comme on disait tout à l'heure, un très beau design et ne pas vendre du tout, parce que la structure n'est pas bonne, ou l'expérience utilisateur ne correspond pas à ce que tu vends. Je ne fais pas de CRO, comme on appelle ça, c'est-à-dire pas spécialisé dans les taux de conversion. Ensuite, tu as des mecs qui sont spécialisés dedans, c'est-à-dire de faire de l'A/B test, de tester du coup différents éléments comme ça, les copies, etc. C'est pas son taf, en fait. Oui. Tu vas construire son gros, tu t'énerves. Oui et non. Il y a des choses sur lesquelles je reprends ça. Mais par contre, tu peux donner une direction à la personne qui le réalise. C'est-à-dire que tu viens avec ton idée, tu dis que toi, tu veux ça, tes clients veulent ça, et toi, entre guillemets, réalise ce que le client a besoin de voir. Parce que toi, tu as envie non plus, vraiment ce que le client désire. La présentation, pourquoi vous et pas un autre? C'est cette partie, du coup, on présente son entreprise, son histoire. On réassure justement avec la mise en avant de votre expertise ou la crédibilité avec des partenariats ou des reconnaissances professionnelles ou des chiffres clés. Pareil ici, avec titre, bouton toujours et réassurance avec la crédibilité. Pareil, des chiffres clés. Et toujours mettre des visages, mais des vrais. Formation bienveillante. Et c'est du Lorem Ipsum, faut pas chercher. Et pareil ici, avec la réassurance. Le call to action, maintenant, c'est le mec, il a lu toute la page. C'est la dernière fois où il va voir la dernière section. Du coup, en fait, là, c'est le but de lui dire maintenant, il faut se pousser. Est-ce que tu es prêt, justement, à passer à l'action? Pour ça, du coup, on va souligner les bénéfices immédiats qu'il va avoir après le clic en s'inscrivant. Pour ça, il faut clarifier l'après-clic.
justement, au lieu de dire juste contact, on peut dire réserver un appel. Au lieu de faire une demande, recevoir un devis sous 24 heures, c'est plus concret. Au lieu de s'inscrire, réserver une démo. C'est plus, il sait vraiment qu'est-ce qu'il va recevoir après clic. Et des textes additionnels, si c'est gratuit, disponible sous 24 heures, ou un devis rapide, à remplir en 45 secondes. Pareil, avec des exemples, un petit peu tout. On peut mettre des visuels, on peut mettre aussi son produit. Et voilà. Et la FAQ, ici c'est pour dissiper les doutes. Si le mec il a tout vu et qu'il a toujours pas, enfin il s'est toujours pas inscrit, ici c'est vraiment dissiper les doutes sur qu'est-ce qui reste quoi. Et du coup pour ça, l'objectif c'est de répondre à ce qu'il ne trouvait pas en haut, d'éliminer les obstacles justement, et surtout en haut par exemple, ne pas mettre plus de 5 questions pour moi. Si vous mettez plus, vous allez perdre aussi le client, mettre encore plus de doutes. Du coup le but c'est de rester simple. Et pour ça en fait, pour répondre au qu'est-ce qu'on met dans la FAQ, le mieux c'est de se servir des témoignages clients, identifier les questions qui reviennent souvent dans ce qu'ils disent, quoi. Il y a plusieurs exemples, toujours un CTA. C'est la fin. Version centrée. Et des pages complémentaires. Là-dessus, nous on a remarqué les FAQ qui marchent le mieux, c'est quand on ose écrire les questions qui nous font peur à nous en tant que marchands. Quand on met vraiment les pieds dans le plat. Et en fait, c'est vraiment les trucs qu'on peut pas. Comment tu garantis les résultats? Ouais, c'est les trucs les plus. Ouais, les trucs qui nous font le plus cliquer à nous en tant qu'éditeur, on écrit et puis comme ça, au moins c'est réglé. C'est ça. Et justement, les sections complémentaires qui peuvent être utiles si tout dépend de ce que vous vendez vraiment. Ça veut dire que c'est une structure type, mais vous pouvez rajouter aussi votre offre, votre pricing si vous en avez, des études de cas si vous êtes une agence, des fonctionnalités avancées si vous êtes un SaaS, ou la proposition de valeur additionnelle, ça peut être les bonus, plus mis dans d'autres sections. Et les ressources, justement. Pour les inspirations, il y a Product Hunt. Pour moi, c'est le meilleur site, justement, pour le côté marketing et avoir des jolis LP. On a One Page Love. Ici, vous allez voir tous les plus jolis LP qui marchent aussi. Et Landbook, qui fait référence à toutes les grosses pages. Structuration, du coup, un papier, un stylo. Pour moi, le but, c'est de vraiment poser l'idée avant même de réaliser le développement. Souvent, on va trop vite en faisant le développement directement. Le mieux, c'est de poser sur papier, soit via Notion, soit Whimsical, ou Figma. Mais Figma, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de ça au début. Des outils pratiques. Il y a Happy Use. Sur ça, en fait, vous allez voir, comment ça s'appelle? Pour les couleurs. Je parlais tout à l'heure de 60, 30 et 10. En fait, sur ça, vous allez avoir des couleurs par défaut, si vous n'avez pas de branding, pour avoir un minimum de trucs posés. Il y a des sites, en fait, quand vous donnez des couleurs, vous allez voir directement sur un site comment ça rend. Excuse-moi, ça veut dire quoi le /cf système.io? Yes. ClickFunnels, ouais. En gros, là, pour le développement, pour moi, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau 1, c'est System.io ou ClickFunnels. C'est-à-dire que tu fais toi-même et faire simple avec la structuration simple, du coup, une couleur. Et là, tu vas directement sur System.io. Il y a le niveau 2, où tu délègues justement avec WordPress pour avoir un truc plus personnalisé et plus, entre guillemets, fou. Et Webflow, pour moi, c'est niveau 3, mais c'est plus pour les SaaS, où là, tu vas faire de la création, l'animation, beaucoup plus de choses, quoi. Et pour les outils, Typescale, c'est pour les typos, pour avoir la hiérarchie de typos. Vous mettez une typo, par exemple Poppins, et vous allez avoir plusieurs titres, des sous-titres, tout généré avec le nom de pixels, et Google Fonts pour retrouver vos fonts. Et maintenant, à vous de jouer. Et voilà. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ça coûte combien? Prends un Calendly, il va t'envoyer un Calendly. Très souvent, quand on fait des trucs moches, c'est quand on veut sortir d'une structure, qu'on veut faire trop d'originalité. Là, tu nous as montré, en fait, c'est hyper standardisé. Et on peut faire du beau d'une base standard, en fait. C'est ça qui est... Moi, c'est un peu ça qui me... Enfin, je ne sais pas très bien l'exprimer, mais j'ai un peu l'impression que tout est... C'est souvent des blocs et après, c'est juste du paramétrage de blocs, en fait. Souvent, c'est ça, en fait. Avant de faire le design, moi, je fais vraiment un wireframe. C'est-à-dire que je mets des gros blocs et je fais glisser des textes dedans, un style d'écriture par rapport au branding de la personne. Le plus gros travail que j'ai à faire, moi, souvent, c'est sur les visuels et l'esthétique. En vrai, sans ça, les bases, ça reste toujours la même chose. Du coup, c'est juste des blocs à glisser, quoi. Du coup, on est d'accord dans le fonctionnement, c'est que tu as, par exemple, si je veux déléguer, je dois prendre un copywriter qui va me faire toute la copie de la page et ensuite, toi, tu l'intègres, c'est ça?
Pour moi, d'abord, le copywriting est le plus important, le marketing, savoir ce que tu vends, est-ce que ça marche ou pas, et ensuite déléguer, mais dans un deuxième temps. C'est-à-dire, pour moi, le design n'est pas obligé d'être dès le départ. Mais par contre, structurer sa page est important dès le départ. Tu vois, même si tu ne fais pas un design ouf, tu peux faire quand même de la structuration sur ton site. Des trucs de base. Tu n'as pas parlé de Hotjar. Ouais. Je n'ai pas parlé de trucs techniques marketing, mais Hotjar, c'est très important justement pour savoir jusqu'à où l'utilisateur va. Et surtout pour savoir dans quel sens remettre aussi les blocs. Sur quel... Imaginons qu'on met dans 1, 2, 3, 4 et la personne reste beaucoup sur la 4. Le 4, on peut remonter plus haut, justement pour améliorer la page aussi. Vous utilisez beaucoup Hotjar? Surtout parce que ça ne fait pas trop de chargement. En fait, nous on l'utilise. Quand on lance un projet, on le lance souvent avec déjà beaucoup de trafic déjà de base. Okay. Et nous, ça nous permet de débugger surtout. Parce que nous, en toute bonne conscience, on fait des tests, Gab il fait des tests, Baptiste fait des tests et tout, mais évidemment, tu passes 10 fois au même endroit et tu n'as pas vu qu'il y avait le truc qui buguait, quoi. Et on a vu qu'il y avait plein de bugs. Là, on a vu qu'il y avait un bug là, cette semaine là, grâce à Hotjar. Et on avait un taux de transformation qui était quasiment divisé par 10 d'une journée à l'autre. Okay. Et ça nous permet de voir ce genre de truc-là. Donc autant pour le côté debug que pour le côté aussi toboggan de ta page, que ça glisse sur toutes les sections de ta page. Il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Tu le fais sur les 100 premières sessions, sur les 200 premières sessions, tu as tu le laisses pas en continu. Non, mais non, il n'y a pas d'intérêt, je pense, à le faire. Enfin, comment on fait, mon gars? Est-ce que tu les regardes tous après toi? Les 100, tu vas te les mater En général, on cherche quelque chose. Donc on le met soit au lancement, et là on voit ce qui se passe, soit on le met à un moment d'anomalie, on le réactive, et là on cherche quelque chose. Donc pendant une journée, on va regarder toutes les sessions, par exemple. Mais je pense que Hotjar, c'est un des outils les plus rentables de sécurité qu'on utilise. Ouais. Parce qu'en fait, en 10 minutes, on peut trouver un problème qui bloque l'intégralité du funnel, quoi. Ouais. Et on l'aurait laissé tourner 4 jours, on aurait perdu 4 jours de business. Et ça nous est arrivé plusieurs fois. Moi j'avais des retours que c'était lent à charger. Et du coup, on pouvait, c'est les équipes avec des sacs, il y en avait plein qui quittaient la page parce que ça mouline. Vous n'avez pas cette expérience-là. Ça alourdit la page, mais ça n'en est pas au point de empêcher les gens de... bon CTO, c'est pas même sans ça, non, c'est pas si long que ça. Oui, mais c'est pas au point de bloquer Qui ne sait pas ce que c'est Hotjar? Parce que là, on est rentré dans le truc. Voilà. Hotjar, en fait, ça permet de filmer l'écran comme si vous étiez par-dessus l'épaule de l'utilisateur. Okay. Et donc, en fait, alors il y a un minimum de confidentialité, tous les chiffres sont transformés en étoiles. Et en fait, tu vois on voit la souris se déplacer. Très souvent, en plus, quand on lit avec la souris encore. Donc, tu vois où les gens lisent. Et on voit le scroll, on voit les bugs. Et puis souvent, c'est dans une résolution qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Soit on est sur ça, soit sur des grands écrans. Eux, ils ont des écrans chelous. Donc, on voit que déjà, il y a des petits pétages d'intégration, etc. Et c'est vraiment hyper intéressant de voir où les gens passent du temps sur le site. Un peu comme les caméras d'un supermarché qui voient que dans le rayon du pain, on y passe à chaque fois et qui font des flux de visiteurs comme ça. Ben, Hotjar, ça nous permet de faire ça sur des pages. Ça permet de faire ton client mystère par toi-même. Ouais, si tu regardes par-dessus ton épaule. C'est vraiment ça. Moi, je vois vraiment comme ça. Et on ne débug pas que la technique, hein. On débug aussi l'UX, potentiellement une incompréhension, et on débug aussi le marketing. En fait, on va voir tout de suite, quand il y a un problème au marketing, on va le voir au comportement de l'utilisateur. Donc c'est pas genre juste la page est pétée. C'est pour ça qu'on met tout le temps en lancement. Comment on écrit ça? Hotjar, H-O-T-J-A-R. C'est combien ça, Hotjar? Les 100 premières sessions de recording, c'est gratos. 100 premières sessions par jour. Ouais, par jour. Donc gratuit, ça suffit. Ouais, gratuit, ça suffit largement. Genre un site homepage comme ça. Sur le lancement, on regarde tous les jours. Et après, on le coupe et c'est en cas d'anomalie. Et là, c'est au moment où on a un problème. Comme là, on a eu un problème sur un funnel. On a regardé pendant 2-3 jours. Ouais. Et là, ouais, mais là, le funnel, il tourne depuis une dizaine d'années. Quasiment, à peu près. 15, ouais, c'est ça. Et là, on est divisé par 10 le taux de transfo. Du coup, on a regardé. Et puis on a trouvé. Yoann nous dit en pub, ça fonctionne. Baptiste, il fait un test utilisateur en mode il fait vraiment l'utilisateur, il voit que ça ne décode pas. Du coup, on dit à Gab, mets-nous Hotjar, analyse-nous les sessions. C'est notre process de test, c'est toujours comme ça. Et ça déconne. Et effectivement, ça déconne. Et c'est Hotjar qui débug le truc, donc on l'a enlevé. On essaie un gratuit, là. L'alternative à Hotjar est gratuite. Non, mais c'est gratuit. Enfin, Hotjar, le plan de base, en fait, il n'y a aucun intérêt d'avoir Hotjar en continu. Ouais. C'est comme si tu as une caméra de surveillance chez toi et tu la regardes toute la journée. Tu regardes tout le seul intérêt, c'est si tu vas avoir beaucoup de trafic en une journée, tu veux voir tout le trafic. Par exemple, tu vas faire un lancement, tu attends 10 000 sessions
et tu sais que pour une raison X ou Y, tu as besoin de voir plus de 10%, bah là tu vas te dire je vais le prendre en payant. Mais ponctuellement, tu ne vas pas le garder. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est des données qualitatives, c'est-à-dire qu'il faut les analyser, il faut avoir quelqu'un qui les regarde. C'est pas, ça s'appelle un Google Analytics, on peut comparer quantitativement d'une semaine à l'autre. Là, c'est vraiment, on reste dessus et on analyse. Nous, on le fait quand il y a des éléments, soit des triggers par le marketing, que ça déraille, ou alors quand on teste une nouvelle chose. C'est ça le truc. Donc, du coup, on adapte, s'il y a des modifications, ça nous permet de valider ce qui est fait, ce qui est fait au design. Pas hésiter. Cool. Est-ce que quelqu'un, si t'es ok Julien, on pourrait faire une petite critique de page ou un truc comme ça? Si quelqu'un a une URL qu'il aimerait se faire défoncer. T'es ok Julien ou pas? Ouais, chaud. Cool. Pierre Lionel, vous voulez? Ouais, Lionel, il va. Non, mais on peut y aller. Parce que justement, c'était la pleine discussion sur notre page de vente. Il y a eu des trucs qui se sont faits, on n'a pas trop compris. Et je pense que notre page de vente, elle n'est plus du tout adaptée. Enfin, elle convertit encore, mais on pourrait grave l'optimiser. Quels autres sur la... C'est un outil visuel en fait. Ah, c'est cool. Ouais, c'est ça. Mais je pense que Julien, c'est compliqué. Du coup, là, pour le contexte, je veux dire. Tu as le micro? Je viens, tu peux donner le micro à Pierre. Vous m'entendez? Celle-là? Ouais, même on peut passer un coup vite fait sur la page d'accueil. Ah, carrément. Enfin, si c'est possible. Tu veux donner le contexte, vas-y. Ouais, du coup, le contexte, c'est que maintenant, avec le SEO, on arrive à quasiment 400 visites par jour, et on va encore le pousser, on devrait passer à 600, 800 d'ici le mois d'un an. Et il y a quoi? Il y a 1% des gens qui prennent un rendez-vous. Donc là, l'objectif, c'est qu'on optimise la vitesse de prise de rendez-vous sur la visite, en fait. On essaie d'augmenter au moins d'1% le nombre de visites par jour. Le nombre de gens qui... Et Théo, du coup, expert SEO, est-ce que à chaque fois qu'on fait du SEO, soit nos textes deviennent visibles, soit nos pages deviennent moches, est-ce que ça c'est obligatoire ou pas? Attends, j'ai pas compris la question. Très souvent, quand on commence à faire... Non, mais je sais que c'est pas vrai, mais en gros, très souvent, quand on commence à faire du SEO, on enlaidit nos sites, on enlaidit nos pages de... Est-ce que toi, par exemple, quand tu fais du SEO avec des articles longs, tu as une stratégie de call to action, d'ergonomie, ou est-ce que tu le fais naturellement? Ouais, bah, c'est pas forcément lié, tu n'es pas obligé de casser ton design. Tu fais un template sur ton blog post, tu l'optimises, comme il disait. 1%, moi, ça ne me choque pas. Personnellement, le trafic froid qui vient du SEO, enfin, moitié tiède, ça ne me choque pas. Donc, à voir ce qu'il dit, mais... Et... Ouais, je disais que voilà, pour moi c'est pas du tout lié. Puis une fois que tu as ton template et qui est sympa pour un article, tu essaies justement de l'optimiser avec les call to action dont on parlait, mais pas trop de rapport. Après, quand tu parles de 1%, pour moi le trafic SEO, en général c'est ce que je vois. Hein. Okay. Trafic, c'est pas quelqu'un qui a cliqué sur une pub et qui vient de Facebook qui est hyper qualifié. Donc, et puis après, non, c'est un peu l'inverse, vu que le mec il est chaud, il a un problème, une douleur, il tape et il est plus qualifié qu'un mec de la... Ouais, alors ça dépend combien d'articles tu as, ça dépend de quoi parle l'article. Si tu es en plein dans le cœur du sujet, c'est là où ça va plus convertir, que 1 à 2%. Mais vraiment, après, quand tu vas aller chercher beaucoup de trafic, tu vas écrire peut-être des articles plus longue traîne, un peu moins dans le cœur du problème, et là ça va baisser. Donc ce sera toujours plus tu as de visites, plus ça veut dire que tu as fait des pages peut-être un peu moins en plein cœur du problème, et donc ça va baisser en moyenne, mais en effet, ouais, ça dépend du sujet de l'article en particulier. Et après, tu essayes de faire en sorte que ta page article, ton template, ressemble un peu à une landing, en tout cas, et toutes les caractéristiques, enfin, intégrer le max des caractéristiques dont on a parlé là. Le benchmark Yoann en SEO, sur un mot-clé transactionnel, 1% de conversion, c'est bien, c'est pas nul. C'est nul. On n'a pas de SEO, Google. Ah, mais très grosse erreur. ouais, mais les tests qu'on a fait, c'était pas ouf, vu qu'avec Facebook et le SEO et tout ce qu'on fait, ouais, après, il y a t'envoies sur quoi? Sur le landing page? Ouais, avec un formulaire directement, sur trafic intentionniste. Mais ça c'est quoi les mots-clés? Il faut la prépa mentale. Ouais, sur le micro, il y en a pas. Fais pas ce que tu veux faire. Moi, je mettrai 30 minutes. Non, mais alors le taux de transfo, il va évidemment dépendre des mots-clés, mais sur un marché comme ça, avec
Donc vous faites de la formation pour la préparation mentale, c'est ça? Exactement. Voilà, donc le coach préparateur mental, formation préparation mentale. Sur de la prise de lead, le taux de transfo il est à 4-5% là-dessus. Sans souci. En fait, tu ferais directement une page avec un landing, prenez rendez-vous. Ouais. Formulaire, sur la gauche, tous les arguments marketing, ce que tu fais du CPF, pas, et tout ça, les plages de capture. La personne a cherché une formation explicitement sur le sujet, donc c'est pas fait de quoi. Et là, tu as des taux de transfo, on a certains clients, ça monte à plus de 10%. Retour d'expérience par rapport à ça, nous, plus on reprend le terme de recherche dans le headline, dans la headline de la landing page, plus ça cartonne. C'est très court. Hein. C'est formation WordPress, bah, c'est assez basique. Le headline, c'est formation WordPress. Créer un site internet, c'était créer un site internet. Et on avait par groupe de mots-clés des LP qui vendaient exactement la même chose, mais on reprenait juste les premiers trucs. Du coup, tu fais plusieurs LP. Ouais, tu dynamises en fait ta LP en fonction de ton mot-clé et de ton annonce. Et même aux yeux de Google, tu payes moins cher parce que tu as ton mot-clé qui est dans le mot-clé, dans la recherche, dans l'annonce, sur la page. Ok. Ouais. J'ai eu des problèmes avec Yoni en faisant ça. Comment? J'ai eu des problèmes avec Yoni, il est pas là Yoni? Yoni, non, je sais pas. Parce qu'en fait, les gens tapaient Yoni sur Google, et nous on reprenait la recherche de leur nom. Ça faisait une page marquée Yoni marchand. Ah oui, c'est ça. C'était ça, et la page est marquée Yoni, et lui il est tombé dessus, et putain, les gars, il a fait une page pour moi. Ça semble juste la dynamique. Vas-y Julien, défoncez. Yes. Du coup, déjà, c'est une image. Le texte est dans l'image. Ça, c'est... Je crois que c'est ça. Ah non, pour Mathilde. Ouais, déjà, juste le texte est dans l'image. Là, c'est la première zone, il n'y a pas de CTA non plus. C'est parce qu'ils avaient repris un truc qu'ils avaient imprimé sur un arrière de bus en fait. Ah, c'est... Yes, du coup, ouais. Pas de CTA. Pour moi, c'est bizarre. Il faut que la personne, quand il arrive, il a directement, il peut cliquer quelque part pour réserver. Ouais, mais c'est pas un CTA pour moi principal. Il faut vraiment que ça soit en bas, par exemple, centré sur la page. Après, au niveau de disposition, ça c'est top, mais sur ordinateur, il n'y a pas. Pour moi, il faut optimiser pour les deux. Souvent, un truc aussi important, justement, comme elle dit, au niveau mobile, si vos utilisateurs sont sur mobile, optimisez pour mobile et même optimisez pour le PC. Et parfois, on peut faire même deux LP très différents parce que des fois, ce n'est pas du tout la même expérience sur mobile comme sur PC pour les personnes. Tout dépend comment votre utilisateur. Par exemple, souvent, c'est les sites e-commerce. On voit comment, par exemple, on voit une expérience affichée, mais pour mobile, ça peut être vraiment très différent, surtout sur les sites e-com. Du coup, ouais, pour moi, ça serait retravailler cette barrière, mettre vraiment du texte qu'on peut sélectionner et un bouton qu'on voit directement dans la première zone. Tu vois, la preuve sociale, il faudrait qu'on la voit directement aussi dedans, tu vois. Et même cette phrase, cette partie-là, en fait. Tout ça, mais dans le même bloc. Okay. Tout ce qui est en dessous, quoi. Ok. Là, c'est hiérarchie du texte. Tu vois, c'est long à lire le texte. Autorisez-vous à vous exprimer. Pour moi, il faut jouer avec un mot, en H1, entre guillemets. La partie que tu veux, mais vraiment H1, la promesse de vente de la LP. Et ensuite, ce titre-là, mais en dessous. Justement, ça serait en dessous du H1. Pour moi, et après le bénéficier de l'entretien, ça c'est OK. Ici, juste inverser expérience et sportif. Dans la lecture, le petit trait, il est comme ça. En fait, là, si on regarde la page, ça descend comme ça et ça revient comme ça. Ouais, parce que tu disais du coup que mettre l'image à droite. Ici, on peut laisser comme ça, mais par exemple, le texte dessous, je pense qu'on peut le ferrer à gauche, justement. Ouais, okay. Et tout ce qui est là-bas, en fait, vraiment hiérarchiser le texte. Pour moi, là, par exemple, c'est expérience d'abord, sportif ensuite, notre vocation, ça c'est OK, et le texte dessous, c'est OK. Juste, pardon de vous couper, si tu peux revenir un tout petit peu dessus. Tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait centrer à gauche, là par exemple, ce milieu, c'est OK? Justement, c'est 2 lignes, oui, plus de 2 lignes, c'est illisible de lire un bloc de texte, okay. Plus de 2 lignes. On a toute la page de vente avec des gros blocs comme ça au milieu. Ah, ça c'est mort. D'accord, c'est
En fait, c'est difficile pour l'œil de revenir à chaque fois. Là-dessus, Mohamed Bouclé, il fait la lecture rapide, il est dans l'instant mail aussi, mais là il est dans le lancement, il n'est pas là. Il explique en fait comment fonctionnent nos yeux quand on lit, et en fait tu as quasiment besoin de lire, tu lis 3 mots dans ta page, tu as à peu près tout compris si je résume les informations. C'est très lié avec ce que Julien nous dit. On lit toujours de gauche à droite, du coup, notre premier point c'est de revenir toujours à la ligne. Et si la ligne n'est pas à droite, enfin à gauche plutôt, ben on va aller plus loin et notre œil va travailler différemment. Là, il y a une lecture sûre et certain, toujours. Coach, ok, c'est juste pixelisé, ça c'est pas top. C'est moi qui vois, ouais, c'est pixelisé. Mais après, coach, tu vois, pour moi c'est juste des titres simples, ça n'explique pas tout en gros. Pardon, est-ce que c'est deux formations différentes entre sportif et coach? Oui. Ben là, oui, oups. La différence par exemple, là, c'est en bas c'est coach, en haut c'est sportif. Pour moi, ça c'est des petits H1. Ensuite, il faut un gros titre qui peut être la phrase de dessous. Et ensuite, il manque un CTA. Si chaque partie renvoie vers quelque chose, il faut envoyer vers quelque chose. Là, en fait, on descend, mais on va nulle part. C'est vrai. Oui. Ah oui, H1, c'est le gros titre, c'est le titre principal, enfin, de haut de la page. Ensuite, il y a les H2, c'est sur tout le reste de la page, c'est les seconds titres, entre guillemets, pour le référencement. Et il y a les H3, c'est encore plus petit, dans l'ordre, et le pavé de texte qui est le paragraphe. Même problème. Qui va vers la page de vente. C'est ça, différencier le H2 justement du H3 s'il y en a. Et le texte, c'est OK sinon. Et toujours un CTA aussi. OK. Là, c'est bizarre, du coup. En fait, là, ce qui est perturbant, c'est qu'on a un gros bloc qui est centré, avec un texte qui est ferré à gauche, et en dessous encore 3 éléments qui sont comme ça, avec un livre, avec avis positif, juste sur lui. Non, c'est pas bon. Et mal centré. Et mal centré aussi. Là, en vrai, ce serait 3 blocs vraiment distincts. C'est-à-dire le titre, lui-même, juste le titre. Le bloc texte, s'il n'a pas vraiment d'importance, le retirer ou le simplifier en 2 lignes. Ensuite, mettre vraiment 3 images, comme on avait dit, en 3 colonnes. L'image, une description dessous, avec un CTA qui renvoie vers le livre, pour chaque, en 3 colonnes, quoi. Moi, c'est un peu ça. Mais tu vois, centré, là, c'est bizarre. Et normaliser la taille des images. Ouais, parce que là, c'est pas aligné. Même si le truc est principal, alors il faut plus le vouloir, ça veut dire mettre un cadre autour pour vraiment dire que lui, il ressort. En fait, là, comme il n'y a pas de cadre, on dirait que c'est juste un livre qui a été mal mis dans la page. Ouais, c'est une erreur avec un bug. Il parle de nous. Tu vois, ça, on pourrait remonter plus haut, dire dès le départ, en dessous de la première section, le mettre directement pour rassurer directement le client. Ensuite. Okay. La baseline. Là, changer peut-être la vidéo d'aperçu. Je sais pas, c'est là si on clique, c'est une vidéo, et sur le côté, c'est d'autres vidéos. Non, c'est des images. Non, en fait, c'est une image. C'est une image. En plus, si, on peut. Non. Si là, on clique, par contre, si on clique là, est-ce que c'est la même? Ah non, si, elle a bien différencié les trucs. Ok. Mais là, juste vraiment montrer, parce que là, on dirait que c'est une image qui est posée globalement. Vraiment montrer que c'est une vidéo, c'est-à-dire mettre une miniature peut-être pour inciter plus à cliquer. Le bouton, il est OK. Et vraiment le titre aussi au-dessus. Tu vois, par exemple, là, est-ce que cette section fait partie de la même section du haut? Ou pas du tout? Ouais. Est-ce qu'il fait partie du même ensemble? En fait, il faut avoir un sens de lecture. Si ça fait partie, ben, du coup, c'est OK. Des chiffres, ça rassure toujours. Est-ce que ça fait partie? Si ça ne fait pas partie, il faudrait mettre juste un petit fond, juste pour différencier. Ça, c'est OK. Ça, j'avais vu, je crois. Le bouton, tu vois, le CTA, toujours rester le même. S'il n'y a pas de contour sur les autres, aussi harmoniser les CTA. Témoignage. OK. Plus gros, je pense. Vraiment dédié à la section témoignage. Avoir un CTA aussi à l'intérieur. Et mettre plus en avant. C'est-à-dire vraiment une section où on voit vraiment que les avis clients texte et dessous, section avec avis témoignage vidéo. Mettre plus en avant. Et puis je crois qu'il y a le dernier. Et un meilleur CTA. C'est pour la newsletter. Ça, il faut inclure par exemple dans le pied de page et juste au-dessus vraiment faire une zone CTA qui renvoie vers d'autres les formules, quoi. Ça, tu mettrais dans le pied de page, ça? Ouais. Ok. À part si c'est vraiment un truc important, c'est vraiment dédié, vous pouvez faire un vraiment. Non, c'est pas dédié, c'est global. Du coup, ouais, dans le pied de page, Il y a un vrai CTA qui renvoie vers les pages, quoi, les infos.
Bah, merci. De rien. Nous, il y a du boulot. Hein. Ah, mais c'est lui, hein. Bravo pour le travail qu'il nous reste à faire.